Salut les papivores, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés et surtout que vous avez faim, très faim de livres, parce que cette semaine, je vous ai tourné une semaine vlog graphique pour faire baisser un petit peu ma pile à lire de romans graphiques, de bandes dessinées, bref, de tout ce qui est visuel, graphique, beau, ce que j'adore lire, mais que voilà, je glisse de temps en temps entre des romans. Du coup, ma pile s'empile, c'est le cas de le dire. Elle monte, elle monte, elle monte. Et je me suis dit qu'une semaine pour la faire baisser de quelques titres serait pas du luxe et que ce serait sympa de le partager avec vous. Alors installez-vous bien, c'est parti! Alors je vais vous parler de ma première lecture de cette semaine graphique. J'ai commencé avec un jour de retard sur le calendrier prévu parce que j'étais malade hier, même si voilà, je risque d'avoir la gorge qui déraille encore un peu, mais ça va mieux. J'ai commencé donc hier par un manga, celui-ci, parce que ça me paraissait assez simple. J'avais quand même envie de lire, mais j'étais pas en grande forme et mon cerveau n'était pas très disponible. Je me suis laissée tenter par cette petite pépite, je peux le dire maintenant vu que je l'ai lu, qui me tentait bien. C'est une nouveauté Doki Doki. Et ça parle de jeux vidéo, de monde virtuel, donc le postulat me plaisait bien. En gros, on suit Keina, c'est une jeune fille qui est hospitalisée et qui passe son temps sur le monde de l'Idal, donc le jeu vidéo. Et un jour, elle se réveille dans ce monde-là, elle n'est plus sur son lit d'hôpital, mais elle est réincarnée en le personnage qu'elle joue d'habitude sur son jeu vidéo. Et donc voilà, elle se trouve propulsée dans cet univers de jeux vidéo qu'elle connaît bien, mais qui a bien changé puisqu'il s'est passé 200 ans sur le temps de narration du jeu vidéo. Et 200 ans, c'est beaucoup, il y a énormément de choses qui ont changé, elle est un peu déroutée. Donc elle va devoir prendre ses premières marques. C'est un tome 1, il va y en avoir d'autres qui arrivent très prochainement. Mais sur ce premier tome, on fait la rencontre du personnage, de son caractère, et puis on la voit évoluer dans ce monde et essayer de trouver ses marques et de savoir ce qu'elle va bien pouvoir devenir et ce qu'elle va bien pouvoir faire de cette vie qui lui est accordée, mais une vie qui est un peu risquée parce que si son personnage meurt, on ne sait pas ce qui peut advenir d'elle et donc elle craint de disparaître si jamais son personnage meurt. L'histoire est plutôt sympathique. Moi j'ai bien aimé le parallèle avec les jeux vidéo, j'aime beaucoup les jeux vidéo. Je joue peu parce que si je commence à jouer, je sais que je ne lis plus. Donc je me restreins depuis quelques années. Par contre, voilà, tous les codes me plaisent bien et j'aime bien retrouver cet univers-là dans le manga avec le champ lexical du jeu vidéo, les codes qu'on retrouve. Ça m'a un peu fait penser à Noob pour ceux qui connaissent. Donc c'est une série qui a été tournée puis qui a été adaptée aussi en bande dessinée notamment et en roman je crois. Et donc voilà, ça me faisait un peu penser à Noob, bien que ce soit un peu plus sérieux dans le fond puisque l'histoire de la jeune fille qui se retrouve dans ce jeu, propulsée malgré elle dans ce jeu, est quand même un peu tragique. Voilà, je l'ai dévoré, malgré mon état un peu fatigué, un peu malade. Je l'ai dévoré et j'ai vraiment hâte de lire la suite, qui paraît au mois de mars, paraît-il, vivement. En attendant, je vais vous montrer quelques planches. Ce qui m'a plu au niveau du graphisme, c'est qu'il est quand même vachement simple et il y a peu de cases. Il y a peu de cases sur chaque page, ce qui fait que le manga est quand même très très aéré. Donc j'ai trouvé plutôt chouette. Il me tarde de lire la suite, comme je vous l'ai déjà dit. Donc voilà, c'était ma première lecture de ma semaine graphique de Land of Lidal. Donc c'est l'adaptation en manga d'une série animée qui est disponible sur Crunchyroll. Je ne connais pas cette plateforme, je ne l'ai jamais utilisée, mais si c'est le cas pour vous, si vous êtes des adeptes de manga, de animé et que vous connaissez Crunchyroll ou que vous avez lu cette petite merveille qui vient de sortir, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et puis je vous retrouve très vite pour un deuxième récap. Hop, de retour pour vous parler de L'Ogre Lion de Bruno Bessadi que je viens de terminer. J'ai beaucoup aimé, je pense que c'est un coup de cœur. J'ai vraiment hâte de voir la suite, vu que c'est un tome 1, mais vraiment hyper prometteur. On se trouve dans un monde d'animaux et c'est une saga style épopée fantasy. Je vais vous lire le résumé et puis je vous en parle un petit peu plus juste après. Dans les contrées du Nord, nul n'a jamais vu de lynx aussi grand. Normal. Gauzy est un lion. Mais que fait-il si loin de ses terres ?
Pourquoi partage-t-il son corps avec un démon sanguinaire pourfendeur de carnivores? Au fil du périple vers le royaume au-delà des mers, accompagné de Wilt, compagnon de route imprévu, Cozy découvrira la vérité qui lui permettra de se retrouver et de délivrer son peuple. Donc en gros, dans les très grandes lignes, le chevreau Wilt est sauvé d'une attaque par un démon et ce démon se trouve posséder le corps de l'ogre lion, de cette immense chose qui est Gozi. Et donc le chevreau propose au lion de le raccompagner dans le sud pour qu'il puisse retrouver son village natal. Et en échange, il lui propose d'en apprendre un peu plus sur lui pour essayer de l'aider à retrouver la mémoire. Et il lui dit qu'à chaque fois que le démon apparaîtra, il en profitera pour se renseigner sur la vie de Cozy pour l'aider à retrouver ses souvenirs. Donc voilà, c'est ainsi que commence leur périple vers le sud, un périple qui sera évidemment rempli de péripéties, avec des personnages animaux hauts en couleur, et vraiment c'est un régal à suivre. Autant pour le duo qui est vraiment adorable, le chevreau est super mignon, que pour tous les détails, les planches, enfin visuellement, c'est vraiment super agréable à regarder parce qu'il y a plein de détails, les animaux sont vraiment chouettes. Pour autant, c'est pas vraiment une bande dessinée pour les enfants parce que au-delà des jolies couleurs et de l'histoire qu'on peut penser gentillette, ça peut être assez trash, hein. Il y a des têtes qui tombent au sens premier du terme. Le démon, quand il se met en route, quand il se met en marche et qu'il devient ce qu'il est, c'est-à-dire une machine à tuer, il fait mal là où il passe. Et ça décapite plus d'une fois. Mais vraiment, c'est magnifique. Je vais vous montrer quelques planches. Vous voyez les détails, les couleurs, c'est vraiment très beau. Et puis, je vais vous montrer une planche un peu plus... justement, les planches un peu plus trashouilles. Quand ça décapite, quand ça passe à l'attaque. Hop. Tout ça pour vous dire que je vous recommande vraiment cette bande dessinée qui est belle visuellement, intense au niveau du scénario et qui promet de belles choses. J'ai hâte de voir ce que nous réserve le tome 2. De retour aujourd'hui pour vous parler de plusieurs romans graphiques, dont L'œil du chasseur de Philippe Berthet et Philippe Foerster, je ne sais pas comment on le prononce. C'est une deuxième édition d'une bande dessinée qui est parue à la fin des années 80. Et donc ça a été réédité par Anspach, qui est une maison d'édition belge. J'ai eu l'occasion de découvrir jusque-là 2 de leurs ouvrages que j'ai bien aimés. J'aime bien la qualité d'édition qui accompagne aussi les ouvrages. Et notamment ici, c'est un papier qui est granuleux, un peu jaune. Voilà, ça donne un effet un peu papier jauni. Et le papier est très épais, granuleux, ce qui fait qu'on a l'impression d'avoir un ouvrage ancien dans les mains et ça colle tout à fait avec la réédition du coup de cette histoire-là. Pour l'histoire justement, en fait on suit Klimby. Klimby c'est un jeune homme un peu simplet, toujours souriant, qui est incarcéré. Et il est incarcéré dans une prison où le maton est vraiment monstrueux. Son objectif ultime, c'est d'anéantir les espoirs de chacun. Et il a vraiment à cœur de détruire psychologiquement chacun des prisonniers. Sauf qu'il n'arrive pas à détruire Klimby, qui est toujours optimiste, qui est toujours souriant et qui cultive dans son esprit un rêve, celui de retourner dans le bayou pour construire une maison au pied d'un arbre. Et un jour, Klimby s'évade en compagnie d'une jeune femme avec qui il correspond. Et le maton décide de tout quitter, de prendre des congés pour le suivre. Il en fait vraiment une affaire personnelle. Il refuse que Klimby lui échappe déjà de la prison, mais surtout qu'il lui échappe psychologiquement. Il ne comprend pas pourquoi il n'arrive pas à l'anéantir lui. Donc il se lance dans une course-poursuite pour essayer de le rattraper et de l'anéantir, pendant que Klimby et Sally prennent la route du bayou, pour que Klimby puisse enfin réaliser son rêve et s'installer dans ce petit coin de paradis qu'il fantasme depuis si longtemps. Et la course-poursuite prend une tournure un peu particulière parce qu'en fait, ils ne sont pas suivis que par le maton. Ils sont aussi suivis par 2 personnes toutes de noir vêtues, assez mystérieuses, dont on ne sait pas trop ce qu'elles veulent. Mais il est à parier qu'ils risquent d'avoir des ennuis.
Voilà, donc c'est une histoire plutôt sympathique. J'ai bien aimé le côté ancien, c'est vrai que je lis beaucoup de romans graphiques et de bandes dessinées contemporains. Et j'ai bien aimé ce graphisme et puis ce papier aussi, voilà, qui m'a plongé dans cette lecture comme si j'ouvrais un livre que j'aurais pu piocher dans la bibliothèque de mes parents. C'était hyper agréable et c'est une histoire plutôt sympathique. Donc, L'œil du chasseur. La grosse claque de cette sélection, jusque-là, c'est La République du crâne de Brujas et Toulout. Je ne suis pas sûre de les prononcer correctement, je m'en excuse. C'est chez Dargaud qui publie, comme toujours, des œuvres vraiment, vraiment magistrales. Alors ici, on plonge dans l'univers de la piraterie et en fait, les auteurs ont décidé de rendre justice un peu aux pirates en les décrivant tels qu'ils étaient, c'est-à-dire pas forcément des barbares sanguinaires, mais des hommes libres qui ont décidé de se défaire de la marine telle qu'elle était alors, c'est-à-dire voilà, sous les ordres de capitaines pas toujours sympathiques. Et donc, c'est des hommes qui se sont mutinés et qui ont décidé d'être libres, mais aussi voilà, de vivre sous une forme plus démocratique. Les quartiers maîtres sont élus, par exemple, etc. Donc, c'est vraiment une histoire ultra complète qui offre une immersion dans le monde de la piraterie et qui, pour ma part, se découperait plutôt en deux parties. Sur la première partie, on fait la rencontre des pirates, on va dire, de base, les pirates originels de cette histoire-là, notamment Scylla, qui est un capitaine ultra charismatique, et Olivier, qui est une forme de narrateur. C'est plutôt lui qu'on suit sur l'ensemble de l'histoire, et il entretient une correspondance avec un commodore fictif, en se disant que si un jour il se fait attraper ou tuer, eh bien, il a un carnet de bord qu'il adresse aux personnes qui le feront captif ou qui le tueront. C'est un peu une façon de les narguer et de revendiquer à quel point ils sont libres et de leur expliquer leur mode de vie finalement. Donc sur cette première partie-là, ça se met en place, on découvre un peu comment est organisé comment sont organisés ces bateaux pirates, la hiérarchie qui n'en est pas vraiment une finalement, parce qu'ils essayent d'être le plus démocratique possible, mais aussi on se rend compte que quand ils font des prises, leur but n'est pas de tuer, comme on se l'imagine, chacun des prisonniers, mais ils laissent le choix en fait aux marins, soit d'être libérés d'une façon ou d'une autre, soit de rejoindre le rang des pirates. Ça c'est la première partie. Et en fait, au cours de leur navigation, ils sauvent un bateau qui est un peu en détresse et sur lequel se trouvent des anciens esclaves, puisqu'on est on est en pleine époque de traite des Noirs. Et donc, ils sauvent ces personnes-là, les intègrent à la piraterie. Et en fait, il se trouve que ces anciens esclaves sont dirigés par une reine qui est elle aussi très 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 charismatique. Et ça pose un petit peu souci au sein des pirates parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir vraiment un chef. Et donc au sein des pirates, il y en a qui ont envie de la suivre, qui ont envie de l'intégrer, et il y en a qui redoutent un petit peu le poids qu'elle pourrait avoir auprès de son peuple, qui la suit avec force et détermination. Et donc on suit en seconde partie plutôt cet aspect-là. Sur la deuxième partie, l'ensemble des pirates décident de s'installer en Afrique pour fuir la flotte britannique à qui ils viennent de voler un vaisseau vraiment majeur. Et donc ils s'installent en Afrique et ils sont vraiment dépendants du coup de ces Africains qui savent gérer cette terre, qui savent chasser, alors que les marins déjà n'ont pas le pied très terrestre et puis c'est difficile effectivement de cultiver en Afrique. Donc ils se rendent compte qu'ils sont un peu dépendants d'eux et ça en inquiète certains. Et du coup, l'intrigue de la deuxième partie se situe plutôt là, de savoir est-ce qu'ils sont encore des pirates, est-ce qu'ils sont encore dans une démocratie, est-ce qu'ils sont en danger ou pas, et comment vont-ils retrouver leur lettre de noblesse, comment faut-il mourir ou vivre en tant que pirate. C'est vraiment un ouvrage très beau, visuellement les couleurs sont dingues, le graphisme est plutôt sympa, le scénario est vraiment complet, on a le temps de tout explorer, on a même le temps de superflus qui sont bienvenus, et ça fait plaisir parce que parfois les one-shots sont quand même un peu courts et on reste un peu sur notre faim. Et là, on a vraiment le temps de tout explorer, de tout savourer. Puis le jeu de, voilà,
Les répliques sont bien ciselées. C'est un très 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 bel ouvrage que je vous recommande vraiment. Voilà. Beaucoup plus court, mais vraiment pépite de poésie, La baleine bibliothèque de Judith Van Nistendel et Zidrou. C'est une très grosse surprise. Je ne m'attendais pas du tout à ça, donc c'est chez Le Lombard. Il est paru il y a quelques temps déjà et je ne sais pas pourquoi je ne l'avais pas lu. Je sais pas. Je sais pas et je regrette, mais je suis contente de l'avoir ouvert finalement. Et cette semaine graphique du coup a tout un sens puisque ben voilà, je lui ai donné sa chance et il le fallait. C'est pas vraiment une bande dessinée. Ça prend des airs d'album jeunesse au final. On a beaucoup de plages de peinture et puis des mots, euh, pas tant que ça de mots pour porter cette histoire, mais tous très très poétiques. On a envie de mettre des post-it à chaque page tellement les phrases sont belles, sensées, spirituelles aussi. En gros, c'est l'histoire d'une baleine bibliothèque. C'est dans le titre. C'est une baleine qui parcourt les mers avec dans son immense ventre la plus grande bibliothèque des océans. Et un jour, elle rencontre un postier marin, un postier maritime, et elle lui prête un livre et il se noue entre eux une certaine complicité, une certaine amitié. Et puis, bah, je ne vais pas vous raconter ce qui se passe derrière parce que l'histoire est très courte, donc il se passe très vite des choses. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est très émouvant. Euh, les pages sont aussi très très belles. Je vous en montrerai quelques-unes, mais vraiment les pages, ce bleu là qui est prédominant, le bleu de l'océan sur toutes ces planches de couleurs, c'est intense, c'est profond. C'est aussi profond que l'histoire et aussi profond que les mots qui sont employés pour l'apporter. C'est un petit bijou, je pense le relire assez vite parce qu'au final, ben voilà, comme je vous le disais, j'avais envie de noter à peu près tout parce que tout était beau et que du coup, ben, il faudrait réécrire l'histoire, la recopier. Donc c'est pas la peine, je vais plutôt le laisser pas trop loin de moi et je pense que d'ici quelques semaines, je le relirai juste pour le plaisir. Ça prend une demi-heure et c'est vraiment une demi-heure qui n'est pas perdue. La baleine bleue, donc de Judith Van Nistendel et Zidrou. Enfin pour aujourd'hui, je suis actuellement dans L'accident de chasse, qui est une œuvre mastoc, qui est une œuvre très particulière aussi, parce que tout est fait un peu comme ça au stylo. Voilà. C'est extrêmement dense. C'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. J'avais lu des chroniques il y a un petit moment déjà et je les avais oubliées. J'avais juste noté qu'il fallait le lire. Mais j'essaye d'oublier le contenu des résumés pour me laisser surprendre. Du coup, je ne m'attendais pas du tout à l'histoire qui est portée actuellement. Donc, je vais vous lire le résumé. Chicago, 1959. Charlie Rizzo croit tout connaître de son père, jusqu'au jour où la police frappe à leur porte. Matt Rizzo choisit alors de dévoiler la vérité à son fils. En fait, le père de Charlie est aveugle et lui a toujours raconté que sa cécité était due à un accident de chasse quand il était adolescent. Sauf que ce n'est pas vraiment le cas. Il a eu lui aussi des histoires, des affaires à faire avec la justice. Et il raconte peu à peu comment est arrivé cet accident qui l'a rendu aveugle. Et le temps qu'il a passé en prison, nouvellement aveugle, donc à s'approprier un espace carcéral qui est déjà particulier, pas facile à vivre. Mais en plus, quand on est aveugle, qu'on est tout juste aveugle, qu'on n'est pas habitué en gros à ne rien voir. Donc voilà, il est perdu de chez perdu dans un monde de perdition. Et c'est assez hypnotique, je trouve, même si c'est contradictoire de dire ça. L'histoire est assez vertigineuse et puis le graphisme joue beaucoup là-dessus. Les numéros des chapitres sont aussi retranscrits en braille. Donc il y a tout qui est fait pour être visuel mais aussi sensoriel. On a les sons qui sont dits, qui ressortent beaucoup. Les pages, quand on les touche du doigt, sont tellement chargées qu'on pourrait les sentir texturées. Ce qui fait que c'est visuel et sensoriel à la fois. Et je continue ma lecture, je vous en parle un peu plus tard pour vous donner mon avis final. Voilà, à plus tard. Hop, de retour pour vous parler de l'accident de chasse que j'ai terminé un petit peu dans la douleur pour tout vous dire. Effectivement, c'est tellement dense comme je le disais précédemment
que j'ai un peu galéré à terminer parce que je me mets aussi la pression et que j'ai un temps limité vu que je suis sur une semaine de lecture graphique voilà, où je me donne des délais quand même pour arriver à terminer mes lectures. Mais du coup j'ai peut-être pas pris le temps que j'aurais dû ou que le livre nécessitait. Parce que, comme je vous le disais, c'est assez chargé au niveau de tout ce qui est des notes qui sont incluses dans l'ouvrage, au niveau de tout ce qui est réflexion philosophique, etc. J'ai pas vraiment eu le temps de savourer et du coup même d'intégrer, de m'imprégner de toutes ces informations-là. Donc j'ai ce regret, je pense que c'est un livre qu'on met sur une table de chevet et qu'on lit sur un temps plus long. Peut-être que je me trompe, mais vous pourrez me le dire. Voilà. Ça n'empêche que c'est vraiment un ouvrage costaud dans tous les sens du terme et qu'on est épaté à la fin, dans la postface, d'apprendre que c'est inspiré de faits réels. Du coup, ça donne une lueur supplémentaire à ce récit qui est incroyable de ce personnage qui est Matrizio, qui apprend à vivre dans un milieu déjà infernal, qui apprend à vivre de sa cécité nouvelle et qui devient un père quand même assez particulier, fascinant, très intellectuel. Et vraiment, voilà, je l'ai beaucoup aimé, mais j'aurais peut-être aimé que ce soit un peu moins dense pour le savourer plus. L'accident de chasse, donc. On est de retour pour terminer avec une touche un peu moins positive. C'est la déception de cette semaine. Maman, maman, hashtag mère épuisée. Donc c'est aux éditions Le Duc de Sévanie. Le pitch de l'histoire est assez simple. C'est une maman qui est enceinte de son deuxième enfant, qui accouche de son deuxième enfant et qui se retrouve face aux difficultés de beaucoup de mères, la fatigue, l'épuisement, le manque de reconnaissance ou d'aide de son entourage. Voilà. Et je connais des mamans dans mon entourage qui sont parfois en galère aussi et qui sont en difficulté. Et je pense que ce livre pourra certainement plus leur plaire et les rassurer aussi, se dire qu'elles ne sont pas seules. Il y a beaucoup d'ouvrages en ce sens qui paraissent ces derniers temps. Ce que je regrette pour ma part, c'est que le scénario soit trop simple et que voilà, du coup, il n'y a pas vraiment de surprise en soi. Et au niveau des dialogues, c'est quand même c'est pas aussi travaillé que ce que j'aurais aimé. Bref, on le voit venir, donc je me suis pas forcément régalée avec. Visuellement, c'est plutôt joli, j'aime bien. Le graphisme est plutôt simple, avec peu de couleurs et ça me plaît beaucoup. Par contre, voilà, mon regret, c'est un scénario qu'on voit un peu venir et des dialogues surtout qui auraient peut-être mérité d'être un peu plus travaillés. C'est du moins mon avis et du coup, c'est un peu la déception de cette semaine graphique. Donc pour terminer, c'est un peu dommage, mais la semaine aura été quand même super riche. La semaine graphique aura quand même été plutôt sympathique et riche. Moi, j'ai envie de retenir sur les 7 que j'ai lus 4, ce qui est quand même vraiment pas mal. 4 avec une mention spéciale, donc notamment pour le tome 1 de ce manga In the Land of Lidal, qui raconte, comme je vous le disais, l'histoire d'une personne qui se retrouve propulsée dans son jeu vidéo préféré. C'est bien prometteur, j'ai hâte d'avoir la suite. Donc ça, c'est chez Doki Doki. La mention poésie plus pour La Baleine Bibliothèque, qui m'a ébloui tant par son graphisme, ses couleurs, que par les mots d'une beauté toute rare qu'on apprécie. À lire et à relire, vraiment. En plus, il prend pas beaucoup de temps, donc vous pouvez vous régaler, à consommer sans modération. La claque, comme je vous le disais, grosse claque avec la République d'Ukraine, qui est une histoire complète, ultra complète, magnifiquement réalisée, aussi bien au niveau du scénario, des textes, des dialogues, que du graphisme et de la mise en couleur. Enfin, vraiment, c'est pile ce que j'aime lire en graphique. Donc ça, c'est de Brujas et Touloat, je m'excuse encore, chez Dargaud. Vraiment, je vous le recommande s'il croise votre route. Ne passez pas à côté, à l'abordage. Et
On attend la suite avec vraiment grande impatience, c'est L'Ogre Lion, le lion barbare, le tome 1 de Bessadi. Vraiment une belle, belle, belle découverte, une aventure, une épopée même, une épopée animale avec un petit chevreau malicieux et un lion puissant habité par un démon. Ça promet vraiment d'envoyer du lourd pour la suite, donc vivement. Et c'est ainsi que je clôt cette semaine graphique. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Peut-être avez-vous lu certains de ces livres. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire s'ils vous tentent, si vous les avez lus, si vous avez envie de les lire, si vous n'avez pas envie de les lire. N'hésitez pas à me dire également si vous avez d'autres bandes dessinées ou romans graphiques dans ces genres-là à me recommander. Moi, je suis preneuse de tous ces conseils. J'adore lire de la bande dessinée, du graphique. Donc n'hésitez pas à passer en commentaire pour me faire vos recommandations. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez la liker, que vous voulez vous abonner pour avoir les prochaines et me soutenir, ce serait... En tout cas, moi je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!